Le 14 juillet est la fête nationale de la France. Ce jour-là, les Français et les Françaises célèbrent l'anniversaire de la prise de la Bastille, ancienne prison d'État, détruite par le peuple français en 1789. Toutes les villes et tous les villages sont en fête. Les drapeaux tricolores flottent sur toutes les façades. Les estrades, dressées à tous les carrefours, les terrasses de café, sont ornées de guirlandes et de lampions. C'est une fête à 1000 visages. Tout le monde est dehors. On se dirige vers les places où des orchestres jouent des airs à la mode. On danse jusque tard dans la nuit. On chante la Marseillaise, l'hymne national de la France. Le soir, des feux d'artifice illuminent le ciel. Toute la France célèbre ce grand jour. Le texte que je viens de lire n'est pas un extrait de mon roman. Ce texte, je le connaissais par cœur. J'étais capable de le réciter à n'importe quel moment, sur commande, même réveillé brusquement au milieu de la nuit. Vous êtes peut-être en train de vous demander ce que ce texte de la gloire républicaine fout là. Un texte digne de figurer dans le livret du citoyen, source de référence pour tout individu désireux d'obtenir la nationalité française. Et bien, tout simplement, sans ce texte-là, je n'aurais pas pu écrire mon roman. Je pense même que je n'aurais pas pu écrire tout court. Je pense même que j'aurais été une toute autre personne aujourd'hui. Cet extrait est tiré du manuel de français de référence en Russie. Une méthode que beaucoup de profs de FLE, français langue étrangère, trouveront certainement obsolète aujourd'hui. Le 14 juillet fait partie de mes premiers apprentissages par cœur. Ça fait partie de mes grands apprentissages, parce que c'est long. Une prière presque. Les apprentissages que nous, les étudiants de la fac de traduction de l'Institut des langues étrangères portant fièrement le nom de Maurice Thorez, sans que l'on sache véritablement qui était cette personne, dont les prénoms et noms nous rappelaient drôlement Marie-Thérèse, devions clamer sans broncher, sans changer un mot, un qualificatif. Si l'on échouait, ce n'était pas la fin du monde. Pas de mal, Sergueï, juste pour la prochaine fois, vous penserez bien réciter les deux, celui sur le 14 juillet et puis le nouveau sur Monsieur Durand, le directeur de l'usine Renault, qui mange des tartines au petit déjeuner. Dixit Madame Krutchkina, ma première prof de français. À l'époque, je pensais qu'elle me détestait. Elle a été bien sévère avec moi. Aujourd'hui, je lui dis merci, dans cette belle salle de la Maison de la Poésie, où je suis très fier d'être. J'aurais tant aimé pouvoir l'inviter, Madame Krutchkina, mais faute de l'avoir avec nous ce soir, c'est à travers notre objet commun que je la salue. Je tiens à évoquer quelques autres personnes. Leurs noms ne vous diront rien, mais pour moi, ce sont eux, et surtout elles, qui ont forgé la langue, ma langue, la langue du bonhomme qui parle devant vous ce soir. Presque toutes des femmes, des personnalités remarquables, des personnalités souvent excentriques et toujours inspirantes, drôles, bienveillantes, inoubliables.
professeur Kruchkina, professeur Starostina, professeur Stepanova, professeur Zinovieva, professeur Jdanova, professeur Osipova. On retrouve aussi quelques hommes perdus entre les femmes. 2. Mes profs de traduction de français, professeur Matyushin et professeur Solntsev, des représentants exemplaires du métier que je n'exerce plus. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, bonsoir et puis merci beaucoup Sergueï Chikhalov pour la lecture de ce texte que vous avez écrit tout spécialement pour cette rencontre. Merci donc à vous d'être venu ce soir pour cette conversation avec Sergueï Chikhalov, qui est donc l'auteur d'un premier roman, Espèce dangereuse, un livre aussi beau qu'important. Je vais juste vous présenter rapidement avant qu'on commence la discussion. Vous êtes né en Russie en 1986 et vous vivez en France depuis 2016. Dans Espèce dangereuse, vous évoquez ces quelques années après la chute de l'URSS, pendant lesquelles les homosexuels russes ont cru qu'ils pourraient mener une vie normale, libre, dans leur propre pays. Des années pendant lesquelles on pouvait voir Mylène Farmer en concert à Saint-Pétersbourg, se faire coiffer chez Tony Guy, draguer sur des applis comme Mec de Moscou, ou sortir dans des boîtes gays à 2 pas de la Loubianka. Et sans voir en fait que tout cela n'était qu'une illusion. Et c'est ce que vous racontez extrêmement bien avec un ton doux amer dans Espèce dangereuse. Alors avant qu'on entame notre conversation, je vous signale que le livre de Sergueï Chikhalov est en vente à la librairie en face de la Maison de la Poésie. Vous pourrez donc vous le procurer et que Sergueï le signera dans le hall de la Maison de la Poésie à l'issue de cette rencontre. Alors on a écouté ce texte très, très beau que vous avez écrit sur vos professeurs de français. Alors il faut peut-être signaler une première chose aux personnes qui sont ici ce soir, c'est que votre livre, Sergueï, vous l'avez écrit directement en français. Est-ce que c'était un choix, dès le départ, ça s'est imposé à vous? Est-ce que vous avez essayé d'écrire en russe? Comment s'est fait ce choix du français pour l'écriture de ce roman? Merci beaucoup Elisabeth et bonsoir. Alors, si j'ai toujours voulu écrire. Je crois que quand j'étais au collège, j'ai fait quelques essais et puis j'ai eu ma prof de littérature qui m'a dit bon ben Sergueï, tu devrais peut-être aller voir un psy. Bon, parce que mon premier conte que j'ai écrit s'appelait quand même un conte sur une puce prostituée. Donc, une puce prostituée, voilà, qui se sentait très très malheureuse. Elle est allée voir le président de son royaume, enfin le roi, qui lui a conseillé de devenir prostituée pour combler le vide. Bon, je devais avoir 12 ans, donc ça va pas à la tête. Mais ça, c'était les essais littéraires de ma jeunesse. À l'époque, voilà, on nous faisait lire Alexandre Couperine, Bounine, voilà. Donc là, hop, il y a une puce prostituée. Et en fait, si j'écris aujourd'hui, les phrases, les mots me viennent en français uniquement. J'arrive pas vraiment à m'expliquer pourquoi. Je me suis posé la question. Je me dis que peut-être c'est parce que c'est un outil de prise de pouvoir sur ma vie. Et je me dis que la langue française, c'est une langue que j'ai choisie finalement, comme le pays dont je suis le citoyen aujourd'hui. J'ai eu la chance et le bonheur de choisir mon pays aujourd'hui. Et quand on parle de notre langue maternelle, en général, les rapports avec notre langue maternelle, il faut commencer par le terme. En français, on dit la langue maternelle, comme si le père n'existait pas. Donc on sort de notre mère, on est censé faire un avec notre mère, et puis on est présenté à notre père. Et on est censé faire ce chemin de connaissance, d'émancipation en quelque sorte, pour découvrir soi-même, mais aussi son père. En anglais, c'est pareil, on dit the mother tongue. En russe, on emploie un autre terme que je trouve un tout petit peu plus juste, c'est la langue apparentée. C'est-à-dire c'est la langue qui vous est apparentée à la naissance. Moi, par exemple, ma mère, elle est biélorusse, mon père, il est russe.
les deux m'ont toujours parlé la langue russe. Mais j'ai une langue apparentée. Je n'ai pas que ma langue maternelle. Et en français, aujourd'hui, donc j'ai commencé à apprendre le français assez tardivement, linguistiquement parlant, à l'âge de 19 ans, je crois, 20 ans. Et en fait, quand on apprend une langue étrangère à l'âge adulte, je pense qu'on espère pouvoir un tout petit peu plus de maîtrise, enfin connaître mieux les outils grammaticaux et syntaxiques qui sont proposés par la langue. Alors que dans notre langue maternelle, c'est beaucoup plus intuitif, c'est beaucoup plus sauvage, en fait. C'est avant tout une langue de communication. Et quand vous avez commencé à apprendre le français à 19 ans, qu'est-ce qui vous attirait justement dans cette langue et cette culture française? Alors, je dirais que la plupart des Russes sont très, très francophiles. Il y a beaucoup de francophones. Moi, quand j'étais petit, ma série préférée, c'était Angélique Marquise des Anges. J'ai même sacrifié la petite sirène sur ma VHS pour que ma grand-mère m'enregistre le 2e épisode quand j'étais pas à la maison. Elle, qui avait déjà 80 ans, elle a appris à appuyer sur la bonne touche sur la télécommande pour appuyer, pour que je puisse enfin savoir ce qui s'est passé avec Geoffrey de Perrac. Donc, et puis, il y avait à la fois la télévision, le cinéma, puis la musique. Il y avait Jodassin qui passait tout le temps en boucle. Alors, Mylène Farmer, je ne la connaissais pas à l'époque, mais il y avait Jodassin, il y avait Patricia Cass, il y avait Edith Piaf de temps en temps. Et puis, bien sûr, la lecture, la littérature française et francophone, les ouvrages littéraires sont très, très connus en Russie. Par exemple, Jules Verne, et puis, bien évidemment, Guy de Maupassant, et puis un peu plus tard, Alexandre Dumas. Voilà. Tous les grands auteurs français sont présents et sont traduits en russe. Enfin, certains sont interdits aujourd'hui parce qu'ils font de la propagande de je ne sais pas quoi. Mais les traductions existent. Quels auteurs sont interdits aujourd'hui, par exemple? Ceux qui évoquent, si ce n'est qu'en passant, une liaison prétendument homosexuelle. Alors ça, c'est pas un auteur français en l'occurrence, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. Par exemple, le portrait de Dorian Gray a été interdit dans les librairies à Moscou. Vous ne pouvez plus le trouver officiellement. Vous pouvez le trouver sur Internet. Vous pouvez télécharger des PDF, mais aller acheter un bouquin comme ça, non, parce que sinon vous allez devenir un pervers dangereux pour la société. Alors on va rentrer directement plus en profondeur plutôt dans votre livre, Espèces dangereuses, qui lui circule librement en France. Il y a une autre particularité, outre l'usage de la langue française, vous recourez aussi à un « on ». C'est un « on » qui parle, et ça c'est un choix aussi. Justement, vous disiez que le fait d'apprendre une langue tardivement vous permet de mieux maîtriser les outils syntaxiques et grammaticaux. Et là, il y a un vrai parti pris de votre part en ayant recours à ce pronom. Est-ce que là aussi, est-ce que c'est venu tout seul, ça s'est imposé à vous, ou c'est le fruit d'une réflexion? En fait, la première phrase qui m'est venue à l'esprit en écrivant ce livre, c'était pendant une dizaine d'années, on a existé. Et je l'ai gardé dans la partie d'ouverture, dans la partie principale de mon livre qui s'appelle « On ». Et en fait, j'étais dans les transports, j'écris beaucoup dans les transports, j'étais dans les transports et je devais lire, parce que j'ai commencé à écrire ce livre avant le début de la guerre en Ukraine, mais je voyais déjà des choses très, très alarmantes, préoccupantes qui étaient en train de se passer dans mon pays d'origine. Et ça devait être une autre loi qui a interdit le changement de sexe ou propagande de l'homosexualité tout court, pas uniquement parmi les mineurs, mais tout court parmi les majeurs, dans les œuvres d'art, dans les œuvres littéraires, cinématographiques, ce que vous voulez. Et je me suis dit, mais il y a un souci en fait. Moi, je viens d'un pays où j'ai pu regarder librement des films de Pedro Almodóvar, où il y a eu tout un tas d'artistes russes, presque ouvertement gays, où j'ai pu quand même voir une rétrospective de Pierre et Gilles au Manège, qui est le centre d'exposition juste à côté du Kremlin, en 2007, et qui a duré pendant quelques mois, avec Pierre et Gilles qui sont venus, qui ont donné des interviews à tout va. Et je me dis, mais il y a un souci.
Et j'étais dans les transports, et je me suis dit cette phrase, pendant une dizaine d'années, on a existé. Et puis je me suis dit, mais c'est merveilleux ce pronom « on », en fait. Parce que « on », c'était à la fois les homos, mais « on » aussi les gens qui voulaient vivre dans un pays libre, dans un pays qui stigmatisait personne, dans un pays qui ne voulait pas savoir ce qui se passe dans le lit des uns et des autres, et surtout qui voulait aller plus loin, aller se développer, non pas uniquement économiquement parlant, mais aussi culturellement parlant, rester ouvert au monde, permettre à ses citoyens de voyager, de partager la culture russe aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'Occidentaux qui venaient en Russie et qui découvraient, émerveillés, Moscou et Saint-Pétersbourg en disant « mais en fait, ça va, vous ne faites plus la queue pour acheter des knackis ». Et en fait, je me suis dit, le « on », c'est un moyen technique, grammatical, merveilleux et très poétique pour créer mon narrateur. Et c'est comme ça que je crée mon narrateur, parce que je me suis dit, si je commence à raconter je, c'est pas très intéressant, à part la partie Angélique Marquise des Anges, mais le reste, j'ai connu des gens, je connais toujours des personnes qui ont des choses à raconter, et j'ai essayé de raconter leurs histoires, leurs expériences, en les intégrant dans mon narrateur, et mon narrateur, c'est le « on ». Alors, ces années dont vous parlez, pendant une dizaine d'années, on a existé, on peut essayer de les borner un peu. Donc, c'est juste après la chute de l'URSS, en 93, c'est ça? Oui. Hein, c'est ce que vous diriez. Quand il y a justement le... J'aime 91, et puis oui, à partir des années 2000, oui. Oui, 93, quand l'homosexualité n'est plus, oui. plus considérée comme un délit dans le code pénal. Et puis, effectivement, au début des années 2010, on va dire, où là, à nouveau, ça se resserre. Et en fait, ce qui est très frappant aussi, au tout début de votre livre, c'est l'énumération de souvenirs. On pense presque à une liste de souvenirs à la Pérec, à « Je me souviens ». Il y a presque c'est pas un devoir de mémoire dans votre écriture, mais on sent qu'il y a aussi un désir d'inscrire sur un livre ces années qu'on pourrait avoir oubliées, pour qu'elles ne s'effacent pas, en fait. C'est ça aussi, c'était lutter contre l'effacement de ces années-là qui ont passé très vite. Et vous le dites, aujourd'hui, on oublie, enfin, c'est presque incroyable qu'on ait pu vivre de cette manière-là en Russie. Tout à fait. Quand je me suis relu, je me suis dit, mais Sergueï, la Russie dont tu parles, personne ne te croira, en fait. Tu as l'impression de raconter un conte. Mais effectivement, je me suis dit, en fait, c'est en écrivant que j'ai compris pourquoi j'écrivais ce livre. Parce qu'en fait, pour moi, l'exercice d'écriture, c'est quelque chose d'assez égoïste et très physique. C'est-à-dire que j'ai besoin d'écrire. Il y a des moments où je me dis, bah, tiens, il faut que tu prennes un stylo, il faut que tu écrives, parce que sinon tu vas mal. Et c'est en écrivant ce livre où je me suis dit, bon, bah, tout ça c'est très bien, mais à quoi est-ce que ça sert? Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens malveillants en Russie qui essayent d'effacer la mémoire de la Russie que moi j'ai connue. Et je sais que je ne suis pas fou, parce que je connais beaucoup d'autres personnes, des Russes et pas que des Russes, des Français, des Allemands, des Italiens, des Américains, des Australiens, des Britanniques qui sont passés par la Russie, dont je parle dans mon livre, et je sais que c'est une Russie qui est, dans l'absolu, possible. Et j'adore Annie Ernaux, j'adore Patrick Modiano, ce sont les deux auteurs de référence pour moi dans la littérature contemporaine française, parce qu'ils écrivent pour garder la mémoire, entre autres. Annie Ernaux, elle fait beaucoup plus de choses, mais Patrick Modiano, c'est aussi pour préserver la mémoire. Et il y avait aussi Christian Boltanski, un artiste contemporain qui nous a quittés il y a quelques années, que j'aimais beaucoup. Et ce qu'il faisait, c'était très très proche de ce que je ressens vis-à-vis des années dont je parle. En fait, au final, c'est en figeant certains objets, en employant des mots ou des photos ou des installations, que l'on arrive à préserver la mémoire que les personnes malveillantes dans le monde entier essayent de faire oublier. Et ça, c'est quelque chose que je veux pas, que je permettrai pas, en fait, d'effacer la mémoire d'une Russie
libertaire, libre, joyeuse, et qui donnait beaucoup d'espoir. Oui, moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser évidemment à La fin de l'homme rouge de Svetlana Alexievitch, parce que c'est à peu près la même période. Mais elle, il y a quelque chose de beaucoup plus sombre, évidemment, qui se dégage de la lecture de la fin de l'homme rouge, de ces témoignages finalement de beaucoup de personnes qui en viennent presque à regretter l'URSS, qui se retrouvent un peu perdues face à la liberté. Et vous donnez à voir une autre image, quelque chose de beaucoup plus joyeux, comme vous l'avez dit. Et c'est aussi votre livre, il en cela un très beau portrait de la Russie de ces années-là, de la fin des années 90 et du début des années 2000. On voit tout l'espoir qui anime la population, et des jeunes notamment comme votre narrateur ont. Il y a aussi un côté récit d'apprentissage dans ce livre, donc la découverte de la musique, de références littéraires. Je l'ai dit, il y a aussi la description de ces lieux de rencontre, de ces lieux où on danse, et c'est peut-être le moment pour nous de lancer le premier extrait sonore. Avec plaisir. J'imagine que vous aurez reconnu le morceau qu'on vient de diffuser. Alors pour ceux qui l'ignoreraient, c'est Mylène Farmer, autrement dit l'astre roux, pour sa chanson California. Oui. Alors pourquoi Mylène ? On pourrait passer la soirée dessus, mais... Ah oui, il va falloir en organiser une autre, mais j'en connais un qui serait partant. Donc, terrassons-nous. C'est ça. Alors, Mylène Farmer, tout d'abord, il faut dire qu'elle n'est pas du tout étiquetée icône gay en Russie. Elle est adorée par tout le monde, comme beaucoup d'artistes francophones en Russie. Alors moi, pourquoi cette chanson-là ? Je devais avoir 12 ans. Mylène Farmer, elle était de passage à Moscou avec son premier concert en Russie, à Moscou, qui était le Millennium Tour. C'était en mars 2000, je m'en souviens très bien. J'avais encore cette copine, Olga, avec laquelle on s'est fâché. Et on avait encore les fixes à la maison. Et donc du coup, j'étais en train de lui parler, on se racontait des choses, je ne sais plus quoi. Et là, elle, contrairement à mes parents, ils avaient un poste radio chez eux. Et là, j'entends une mélodie, une chanson qui est devenue ma mélodie intérieure. Donc, chaque matin, je me réveille, je vais sous la douche, je n'ai pas d'écouteurs, je n'ai pas d'enceinte, mais il y a California qui joue. Donc, et puis le soir aussi, quand je m'endors, hop, California. C'est ma mélodie intérieure, California, et puis, bien évidemment, le 14 juillet. Et en fait, donc je l'ai entendu, je me dis, mais Olga, c'est quoi ? C'est qui ? Elle me dit, mais tu connais pas ? C'est Mylène Farmer. Je dis, bah non, je connais pas. Et en fait, il y avait déjà des pubs qui passaient à la télé, donc Mylène Farmer paumée quelque part dans l'océan sur une cage. Je me dis, ah, bah, c'est beau ça. Je dis, bah c'est elle. Je dis, ah, bah je connais pas. Est-ce que tu veux bien porter le téléphone vers le poste radio pour que je puisse écouter la chanson ? Elle l'a fait. Du coup, Olga, je la remercie. Bon, elle parle pas français, je pense, mais bon, je la remercie. Et en fait, je l'ai écoutée pendant 4 minutes. Et depuis, j'écoute Mylène Farmer. Vous écoutez Mylène Farmer et vous parlez de Mylène Farmer oui. Enfin, en tout cas, elle revient de temps en temps, elle est là comme une ombre bienveillante, je ne sais pas comment la qualifier, avec d'autres références musicales et littéraires. La musique est quand même très importante aussi dans le livre. Oui. À un moment, je crois, vous dites que c'était... important, cette musique, pour préserver la santé mentale. Oui, bien sûr. En fait, il était important de mettre quelque chose dans les oreilles pour ne pas écouter ce qui se passait autour de soi. Et là, alors déjà, Mylène Farmer, elle a plein de références littéraires et musicales dans ses chansons. Donc, elle m'a fait découvrir Charles Baudelaire, qui est par exemple pas du tout connu en Russie. Donc, moi, j'ai découvert Charles Baudelaire. J'ai découvert Emily Dickinson grâce à elle aussi, parce qu'elle renvoie vers Emily Dickinson dans plein de ses chansons. Et puis, il y a d'autres artistes. Par exemple, à un moment donné, je cite Carla Bruni. Il y a sa chanson « Salut marin », qui me rappelle tout de suite la scène exacte que j'ai vécue en découvrant cette chanson pour la première fois. Et effectivement, il y avait beaucoup de chansons françaises qui passaient en Russie, pas que Mylène Farmer, qui m'ont fait découvrir d'autres artistes, soit des chanteurs ou des chanteuses. Par exemple, j'ai découvert Raphaël un peu plus tard. J'ai bien évidemment découvert Lerita Mitsuko.
après, je les ai découverts aussi grâce aux amis français que j'ai rencontrés sur des forums mylène.com, avec des fans de Mylène Farmer en français. Je me souviens très bien avoir envoyé un message disant « Coucou, je m'appelle Sergueï, je parle pas très bien français, mais bon, j'aime beaucoup Mylène Farmer. » Et bon, mes amis français, franchement, ils méritent toutes les légions d'honneur du monde d'avoir supporté des soirées qu'ils ont passées avec moi en essayant de comprendre ce que Mylène Farmer a voulu dire dans son conte Lisa Lou, le conteur. On a passé quand même des heures sur MSN à l'époque pour essayer de comprendre, mais je ne comprends pas, Laurent, ce qu'elle dit. Et alors, elle dit quoi ? On n'a jamais compris. Mais on a ressenti beaucoup d'émotions. Et c'était ça le principal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous me disiez, oui, on écoutait beaucoup de musique pour ne pas entendre ce qui se passait autour. Et c'est aussi un des sujets très forts de votre livre. Est-ce qu'on peut parler d'aveuglement, mais en tout cas une illusion qui a prévalu à cette époque-là, c'est-à-dire que vous pensez jouir, enfin une partie de la population pense jouir d'une certaine liberté, et sans voir ce qui se passe autour, donc des assassinats d'opposants, un pouvoir de plus en plus totalitaire, et puis en même temps vous dites ben voilà, il y a nous on se satisfaisait de cette liberté qu'on nous donnait, mais qui est quand même assez réduite. C'était déjà, on nous cassait pas la gueule et on était déjà bien contents. En gros, c'est ça. Et il y a un séjour aux États-Unis que vous racontez aussi dans le livre, et qui là déjà donne un contrepoint et fait prendre conscience que cette liberté que vous croyez avoir obtenue, ben, elle est quand même très très relative. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce séjour aux États-Unis et pourquoi vous avez souhaité l'inclure dans ce roman ? Alors, tout simplement parce que beaucoup de Russes voyageaient à l'époque. En fait, ils ont pu voyager. Là, j'ai parlé des États-Unis parce que le rêve états-unien est un peu le rêve de toute la jeunesse en Russie, un peu comme en France, hein, où tout le monde veut aller. Après, en France, on a envie d'aller dans des endroits un peu plus chics, genre New York, San Francisco. Les Russes étaient contents d'aller chez les rednecks. Hein. Donc, dans le Midwest, hop, voilà, chez Uncle John, hop, et on passe les soirées à ramasser le maïs. C'était très bien, hein, c'était extraordinaire. Mais effectivement, tout le monde déjà a pu aller voir ailleurs. C'est-à-dire qu'on a pu sortir de cette cage et d'aller voir comment les gens vivent en Europe, aux États-Unis. Mais à l'époque, vous ne le voyez pas comme une cage. Vous dites on a pu sortir de cette cage. Est-ce que déjà, il y avait une conscience d'être... Alors, à l'étroit. On a eu la conscience de sortir d'une cage. On s'est dit, bah, tiens, on est dans les années 2000, hop, il y a Poutine qui est venu au pouvoir, la Russie va devenir un pays immunisé contre toute menace terroriste. Et puis, regardez, on laisse venir des chanteurs occidentaux. Et puis aussi, il y avait l'Occident qui avait facilité les conditions de délivrance de visa. Donc, c'est-à-dire que les portes ont été ouvertes de tous les côtés. Et on s'est dit, c'est super, bientôt, il y aura circulation libre, on pourra voyager, et puis voir comment les gens font là-bas. Et quand le narrateur part aux États-Unis, il découvre effectivement un pays assez contradictoire, hein, parce qu'il y a beaucoup de paradoxes aux États-Unis. Hein. Il y en avait et il en reste encore. Hein. Mais on découvre aussi des choses inouïes. Par exemple, hop, une association LGBT+. Alors moi je dis LGBT+, je sais qu'aujourd'hui on comprend beaucoup plus de lettres parce que c'est beaucoup plus diversifié et tant mieux. Je dis juste que moi j'emploie LGBT entre guillemets parce que c'est le terme employé par les autorités russes. Et quand je parle de LGBT dans le livre, voilà, c'est une précision importante. Et là on découvre qu'on peut avoir des associations où on peut dire je suis comme ça, je suis heureux de l'être, acceptez-moi, parce que je ne suis pas pire que vous. Je ne suis pas psychopathe. Je ne vais pas tuer des gens. Je ne vais pas battre ma femme à mort. Je ne vais pas battre mes enfants. Je suis juste quelqu'un qui aime les personnes du même sexe. Oui, parce que peut-être qu'on a oublié de préciser, c'est ça vous le décrivez très bien dans le livre, c'est que certes, on pouvait mener une vie normale, mais il ne fallait pas trop s'exposer, quoi. En Russie, ça, vous insistez bien sur ce point-là. C'est-à-dire que c'était toléré, parfois pour certaines personnes de l'élite progressiste, comme vous dites, ça pouvait être bien vu d'avoir un ami comme ça, avec plein de guillemets, mais
Il fallait quand même faire profil bas. Oui. Mais par contre, voilà, avoir des voisins, on se dit, les garçons, là, ils ne sont pas forcément des colocs ou des filles. Personne n'allait vous dénoncer, en tout cas, parce que ce n'était pas pénalisable. Et personne n'allait vous critiquer non plus. Moi, j'ai vécu pendant 2 ans et demi avec un garçon français à Moscou, ça va. Mais ça n'allait pas jusqu'à ce que le narrateur découvre aux États-Unis l'affirmation de soi et une forme de revendication ou de fierté d'être ce qu'on est. Je pense que les stages à l'étranger, en général, aux États-Unis ou en France ou en Espagne, ont permis à beaucoup de Russes qui avaient eu la chance de sortir du pays, si ce n'est que pour 4 mois ou 5 mois, de s'affirmer, d'avancer dans leur émancipation. C'est très drôle parce qu'en fait, moi, je suis parti en stage et j'ai une amie qui m'a dit tiens, t'es revenu, t'étais une autre personne. Alors que je ne vois pas pourquoi. Le narrateur revient en tout cas riche de lecture, enfin d'expérience, et puis de sentimentale notamment. Il y a des choses. Hein. Et de livres aussi, de lecture. Le narrateur. Et de livres aussi, vous parlez de Baldwin, notamment de James Baldwin, de Limonov. Mais Limonov, vous l'avez découvert, enfin le narrateur le découvre aux États-Unis ou... Non, alors Limonov, c'est très drôle. Moi, je parle de Limonov parce que je dis à mon... Peut-être préciser qui est Édouard Limonov. Édouard Limonov, donc du coup, c'était un écrivain, mais aussi un homme politique russe un peu borderline. Donc, il a écrit son premier livre, je crois qu'il est sorti en 81, dans ces eaux-là, et ça s'appelait, alors en français, j'ai découvert la traduction, ça s'appelait « Le grand poète russe préfère les grands nègres », je crois. C'est une citation, voilà, c'est ça. Et alors, je me souviens très très bien comment j'ai découvert ce livre. Je devais avoir 12 ans, j'ai eu des soucis de santé, j'ai été hospitalisé en cardiologie à l'hôpital municipal. Et en cardiologie, les enfants qui ont de petits problèmes, ils sont hospitalisés là-bas. Et en fait, c'était une chambre commune avec 6 lits, je crois, donc des hommes et des femmes avec des problèmes cardiaques. Et je me souviens qu'il y avait une mamie qui avait eu l'idée d'aller à la bibliothèque de l'hôpital. Et donc, elle est sortie avec ce bouquin qui ne s'appelle pas du tout comme ça en russe. Ça s'appelle « Moi et... » En fait, le prénom Édouard, en russe, le diminutif, c'est Edik. Et en fait, quand vous rajoutez le suffixe Edichka, ça veut dire c'est au féminin. Mais c'est quelque chose qui ne se dit pas. Il n'y a pas de prénom féminin en Édouard. Et en fait, ça s'appelle « Moi et mon Édouard ». Voilà. Et alors, j'étais en train de regarder, je ne sais pas quoi, histoire de Picsou, je ne sais pas quoi. Et là, je vois un livre voler au-dessus de moi et qui s'écrase contre le mur. Et j'ai la mamie qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Et alors, je ramasse le livre. Et là, je lis, je me dis « Effectivement. » Voilà. Donc, c'est comme ça que je l'ai découvert. Le livre d'Édouard Limonov. Alors, James, il était déjà assez connu, voilà, mais il était surtout connu pour être un homme politique borderline, hein, pas pour être un écrivain assez révolutionnaire. Après, il a écrit d'autres livres, voilà, mais il y a un livre d'Emmanuel Carrère, Limonov, qui est extraordinaire, hein, qui a eu le courage de passer beaucoup de temps avec lui. Mais effectivement, James Baldwin, en fait, ça existait déjà en russe et c'était traduit. Mais on les a découverts à l'étranger. Mais on pouvait revenir en Russie, on pouvait passer dans n'importe quelle librairie, se dire tiens, je veux la chambre de Giovanni, et je le prends. Et c'était en collection poche, 80 roubles, rien du tout, donc tu le prends, tu t'en vas. Ce qui n'est évidemment plus du tout non, là c'est blacklisté. Le cas aujourd'hui. Je voulais juste faire une petite incise, mais vous l'aurez peut-être compris depuis le temps qu'on parle. Ce livre qui est certes très poignant et bouleversant par bien des aspects, est aussi souvent très drôle. Comment justement vous avez réussi à concilier ces deux registres? Quel rôle joue l'humour dans votre écriture? En fait, je pense que je l'ai hérité de ma grand-mère. C'est ma grand-mère paternelle qui m'a élevé. Et elle a toujours ri dans la gravité. Il y avait quelqu'un qui était mort. C'était une bonne nouvelle, en fait. Très bien. Il y avait une femme qu'elle appréciait pas trop. Donc, elle arrive encore comme ça, elle soufflait. Elle me disait « Qu'est-ce que j'ai quelque chose à te dire? Une bonne nouvelle. » Moi, je dis « Tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il me dit « Anna a canné. » Elle est allée à la poste, envoyer je sais pas quoi, canné direct sur place.
Et en fait, c'est aussi, je crois que c'est cette facilité de rire quand tout s'écroule et tout s'effondre. Je pense aussi que c'est ça qui nous sauve. Et c'est pour ça qu'en écrivant, je me suis dit, c'est pas que je me suis dit, c'est naturel. C'est peut-être une façon de me défendre pour ne pas sombrer complètement dans la folie. Et je pense qu'il faut rire. Si on rit pas, on se fait envahir par la folie et par les malveillants. Donc rions dans leur gueule. Alors des malveillants, on va peut-être en entendre maintenant avec un nouvel extrait. Alors Sergueï, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on vient d'entendre? Oui, alors ça c'est un groupe qui s'appelait Tattoo. Enfin, elles essayent d'exister encore, mais ça marche plutôt. Est-ce que vous vous souvenez de Tattoo? Bien. Je pense qu'il y a pas mal. En fait, je crois que c'est le seul groupe russe qui a vraiment cartonné à l'Occident avec leur chanson All the Things She Said. Avec ces chanteuses déguisées en petites voilà, collégiennes avec des mini-kilts, voilà, des chemises trop courtes. Exactement, et surtout qui se roulaient de pelle en prime time à 8h du matin pendant que ma mère m'enfilait les chaussettes pour que j'aille à l'école. Non, ça c'est un autre clip. Parce que j'avais quand même déjà 13 ans, ça aurait été très bizarre. Non, alors, non, parce qu'en fait, il y avait une autre chanteuse qui s'appelait Irina Saltekova, et moi, je devais avoir 8 ans, et moi, je l'adorais. Et en fait, à 9h du matin, hop, je suis devant la télé à moitié endormie, et ma mère qui m'habille, parce que je ne veux pas aller à l'école. Et hop, il y a 2 hommes en BDSM qui sont en train de se fouetter, et la chanteuse qui chante « J'aime beaucoup tes yeux gris ». Voilà. Mais donc Tattoo, effectivement, tout le monde était choqué quand on les a vus apparaître sur le marché musical. Et en fait, elles étaient vraiment partout. Donc on allumait la télé, Tattoo qui s'embrassent, Tattoo qui se tiennent par la main, Tattoo par-ci, par-là, Tattoo MTV Music Awards. Et puis, musicalement parlant, c'était quand même assez entraînant. Donc les gens se disaient, bah, c'est très très bien. Donc tout le monde souriait pour acheter le nouvel album. Donc là, le morceau qu'on vient de faire écouter, c'est un morceau qui n'est pas très connu, qui s'appelle Personne handicapée. Et en fait, c'était une chanson où elles ont parlé de tous les groupes sociaux qui ont été rejetés par la société. Donc ceux qui n'étaient pas complètement conformes, associés à ceux-là, pas que les personnes homosexuelles, en général, des personnes qui n'étaient pas d'accord avec la doctrine officielle du pays. Et c'est quand même étrange de passer de ça, en 2003, en 2004, je crois, à une interview de Yulia Volkova, qui est l'une des chanteuses, qui dit dans une interview, eh ben, moi, si j'apprends un jour que mon fils est homosexuel, je le renie, en fait. Et la journaliste lui dit, mais pourquoi? C'est pas normal pour les mecs. C'est pas normal pour les mecs d'être homo. Les filles qui veulent expérimenter avec les filles, ça va encore parce qu'on va finir par devenir sage. Mais les mecs, c'est pas normal. Et là, alors déjà, de toutes les manières, le projet n'existait plus parce qu'elles s'étaient fâchées avec leur producteur. Et surtout, elles n'ont jamais été en couple, enfin, elles n'étaient pas lesbiennes, tout ça. Elles se détestent, elles se sont toujours détestées. Oui. Elles se détestent. Alors là, elles se sont réunies. Alors, elles n'ont plus le droit de faire... déjà, le parolier et le compositeur de All the Things She Said a interdit à ces 2 filles de reprendre la chanson. Mais bon, en Russie, on peut faire ce qu'on veut. De toute manière, maintenant, elles ne peuvent pas le faire parce que ce serait de la propagande du lesbianisme. En fait, on ne peut plus le faire. Par contre, elles se sont débrouillées pour aller à Minsk, en Biélorussie, chez les voisins, où c'est pas encore interdit, pour essayer de allumer la flamme. Exact. Et ben c'était quand même un peu fadasse. Hein. Et surtout qu'on les voit sur scène ensemble, et ils sont prêtes à se tuer en fait. Il y en a une qui essaie de prendre l'autre par la main. Ça peut être excitant, mais d'une autre façon. Ah non, c'est pas du tout excitant. Non, c'est gênant. Si on a choisi aussi cet extrait, c'est qu'elle symbolise aussi
cette grande illusion qui est celle que vous décrivez dans le livre. Oui, parce qu'avant, elles étaient engagées, entre guillemets, voilà, regardez, on a 2 chanteuses lesbiennes, donc voilà, on est ouvert à l'amour libre, donc l'amour peut être libre en Russie, et là, dans cette chanson-là, c'était « soyons tolérants vis-à-vis de tout le monde ». Et là, c'était quand même du foutage de gueule. Un grand foutage de gueule, effectivement, mais très tragique, malgré le terme qu'on emploie. Et vous l'expliquez très bien, c'est que malgré tous les signaux, on ne voit pas venir la catastrophe. Non. Tous, non. Mais c'est comme les opposants, vous avez évoqué les opposants. Alors déjà, la plupart des Russes, je n'ai pas envie de dire les Russes, parce que je n'aime pas étiqueter, mais la plupart des Russes, en tout cas que je connais, et le Russe que je connais, donc moi, quand vous allez au collège, quand vous allez au lycée, on vous dit la politique, c'est une sale affaire. Il ne faut pas s'en mêler. Donc les opposants qui disaient « tiens, il y a un truc qui ne va pas, tiens, il y a un truc qui ne va pas », bon, ils se faisaient buter chez eux. On lisait des titres comme ça dans les journaux nationaux, mais on ne savait pas de quoi ça parlait. Et en fait, les gens se sont réveillés trop tard. Et cette prise de conscience tardive, bah, je pense qu'elle a beaucoup joué dans la mise en scène, dans la création du portrait sociétal et politique russe aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas d'accord, on ne peut pas les entendre, et les seules voix qui sont autorisées, ce sont des voix agressives, privées de toute compassion. Et on dit souvent que la Russie d'aujourd'hui essaie d'élever des patriotes, en fait, essaie de rendre les citoyens patriotes, de vrais patriotes. Et on compare souvent ce patriotisme avec celui des années soviétiques. Eh bien moi je trouve qu'il est pire. Parce que le patriotisme des années soviétiques contenait tout de même un tout petit peu de compassion pour l'autre. Là aujourd'hui, patriote veut dire suivre aveuglement tout ce que te dit l'État, sans avoir de la compassion pour l'autre. Et c'est ça qui me fait peur. Ça, c'est terrifiant. Il y a une phrase dans le livre, c'est celle-ci. On avait cédé la liberté d'un pays au profit de quelques années de relâchement imaginaire, au profit de quelques instants de joie éphémère. Est-ce qu'il y a de la culpabilité aussi dans cette... Est-ce qu'on peut lire de la culpabilité dans cette phrase-là? Oui. De ne pas avoir entendu, justement. Oui, de n'avoir rien fait, en fait. C'est comme la culpabilité, ce qu'on appelle la culpabilité collective. Je me souviens qu'avec le début de la guerre en Ukraine, je me suis senti coupable. Je ne savais pas trop de quoi, pourquoi. De toutes les manières, la culpabilité, pour quelqu'un qui n'est pas tout à fait conforme aux normes de la société, elle vous colle au dos. J'essaie de m'en débarrasser, mais ce n'est pas toujours facile. Quand on vous dit que, bon, bah non, les garçons, ça aime les filles, ou bien il ne faut pas ouvrir la gueule, il faut faire comme on te dit, et toi tu fais le contraire, tu déçois des gens que tu aimes autour de toi, parce qu'eux, ils ont peur d'être critiqués par ceux qui sont autour d'eux, par les voisins, par les cousins, par les cousines, par les frangins, par les frangines. Et on se sent coupable. Et cette culpabilité, au final, elle est quand même assez agaçante. Mais on s'en sort avec la musique et la littérature. Et puis avec le beau temps. Et vous m'offrez une transition, merci, toute trouvée pour lancer, j'ai l'impression d'être à la radio, pour lancer un des derniers extraits sonores de la soirée. Не молчите в этой рыхлой тишине, я погибну. Не молчите.
Alors, je vous laisse désannoncer, comme on dit. Oui, donc là, le morceau que vous venez d'entendre, effectivement, comme Elisabeth a dit, il y a beaucoup de références musicales dans mon roman, parce que la musique, je pense que chacun a une bande originale de son de sa vie. Et donc là, c'est une chanteuse qui s'appelle Zemfira, que j'aime beaucoup, et c'est la star du rock'n'roll russe, en quelque sorte, que l'on a connu dans les années 2000, au début des années 2000, qui, elle est exilée en France depuis le début de la guerre. Et contrairement à moi qui fais le choix de venir en France en 2016, avant la fermeture des portes, en me disant que je pourrais tout de même y retourner de temps en temps, je pourrais amener des amis français, je pourrais faire venir des amis russes pour faire découvrir la France. Je pense beaucoup à ces artistes russes qui sont un peu éparpillés dans le monde aujourd'hui, en France, aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, qui ont été obligés de se couper de leur maison, tout en ayant des moyens financiers, à l'âge de 45 ans, 50 ans, 55 ans. Quand refaire sa vie devient plus difficile, surtout quand on est une parolière russophone qui ne parle pas français, et qui ne peut pas éveiller ce qu'elle éveille chez les auditeurs russophones en France ou en Allemagne, et qui en souffrent beaucoup, et qui ne peuvent pas réellement se prononcer parce que ce sont des citoyens, des citoyennes russes, et si un jour ils sont obligés de revenir au pays, il y aura des sanctions, et pas que des sanctions administratives, parce qu'aujourd'hui, il suffit d'appeler à la paix pour se faire passer pour un extrémiste. Et moi, j'ai énormément d'admiration pour les artistes, pour des artistes comme Zemfira, qui a écrit une chanson qui s'appelle « Tirez pas » et qui appelle à la paix, qui a écrit d'autres chansons beaucoup plus engagées, beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes que celle-ci. Comme Renata Litvinova, une cinéaste que j'admire et qui était l'équivalent de Greta Garbo et Isabelle Adjani en Russie et qui est aujourd'hui obligée d'être en France, qu'elle aime beaucoup. Elle est très très francophile. Mais elle a créé ce spectacle qui s'appelait Cactus. Il y a eu la dernière, je crois, fin mars, au Théâtre Hébertot, avec une très belle mise en scène, en faisant un effort de produire un spectacle bilingue, où elle parle russe, avec quelques répliques en français, parce qu'elle l'avoue dans quelques entretiens, elle a du mal à apprendre le français. Et on peut le comprendre quand on est forcé d'apprendre une langue. C'est pas comme ça qu'il faut procéder. Et qui a fait ce très très beau spectacle, avec une très belle mise en scène. Et au début, on s'est dit, mais on ne comprend rien à ce qui se passe, en fait. Ni en russe, ni en français. C'est du grand n'importe quoi. Après, on en sort et on fond en larmes. Parce qu'on se dit que c'était sa manière d'exprimer sa douleur, d'exprimer le manque du pays qu'elle a, et le manque vis-à-vis de cette impossibilité de revenir en Russie, dans son pays qu'elle aime, et de reprendre son activité artistique. Et des artistes comme ça, il y en a plein. Kirill Serebrennikov, il y en a plein. Moniatochka, ils sont éparpillés dans le monde entier. Ils survivent, et je suis admiratif. Je suis vraiment admiratif d'eux. Parce que moi, je ne suis pas un exilé, ma vie, elle est en France. J'aime la France, j'ai mes amis, j'ai ma famille ici, je suis très très heureux. Mais je pense à tous ceux, à toutes les espèces dangereuses pour la Russie d'aujourd'hui,
qui ont connu cette Russie, qui l'ont constituée même, et qui attendent que ça se passe pour revenir au pays et pour le reconstruire. Oui. Oui. Je vais vous chanter une chanson. C'est un exercice extrêmement difficile pour moi de parler de mon livre. Merci beaucoup de m'avoir supporté. Soyez sûr que c'est mieux écrit que je parle, parce qu'on peut revenir sur ses propos quand on écrit, c'est ça l'avantage de l'écrit. Mais ce texte compte beaucoup pour moi, et moi je vois beaucoup d'auteurs lire de petits passages, et j'ai pas envie de renier mon enfant, même s'il est dangereux. Attention à ne pas devenir homosexuel en le lisant. Donc j'aimerais bien vous lire un petit passage où j'explique un tout petit peu le choix linguistique que j'ai fait pour créer mon narrateur. Et ça commence comme suit. Il paraît difficile d'imaginer ce texte dans notre langue maternelle. Un détail réconfortant. Pourquoi cette litanie des « on », un pronom pourtant déconseillé par les grands académiciens de la langue française? Par manque de courage déjà. Refuser la responsabilité du je pour exclure tout amalgame avec l'histoire personnelle. En même temps, esquiver le « nous » pour ne pas prétendre parler au nom d'une communauté. Se cacher derrière ce son nasal, « on », pronom indéfini, l'un des premiers qu'il fallait assimiler en cours de français langue étrangère, afin de pousser un cri, construire un collectif aux contours flous, mais tout de même saisissables, le luxe des francophones, et ranimer des vies étouffées pendant quelques 200 pages. Avoir recours à « on » pour tenter de dépasser l'individuel, fouiller dans les souvenirs, exhumer les sensations d'un passé pas si lointain, mais qui paraît aujourd'hui un passé improbable, poser des mots sur des choses que la langue maternelle n'a jamais osé nommer, faire ressurgir des visages disparus, peut-être fictifs, faire résonner des voix éteintes, le prix à payer pour esquisser le portrait d'une époque, d'une catégorie sociale. Dans notre langue d'enfance, celle que chantonnaient les femmes qui préparaient nos repas, échangeaient nos couches, celle dont les hommes forts se servaient pour nous reprocher de ne pas être suffisamment masculins. Le choix s'impose. Se décider entre la première personne du singulier et celle du pluriel. Responsabilité inéluctable. Une désanonymisation totale. Une injustice flagrante de ne pouvoir laisser planer le mystère, de ne pouvoir finir une phrase sur un demi-mot sans que l'auditeur se sente désorienté. Affronter notre passé grâce à la syntaxe d'une autre langue, récompense pour les nuits sacrifiées à la fac, pour les textes d'apprentissage appris par cœur. Le 14 juillet est la fête nationale de la France. La tour Eiffel a été construite pour être une des attractions principales de l'exposition universelle de Paris en 1889, etc., etc. Des pages gondolées par le café renversé dessus. Une forme de dédommagement à récupérer vers ses 30 ans, un mélange de fierté et de gêne, frontière fragile entre la joie de l'émancipation et la honte de la trahison. Raconter son passé dans une langue étrangère est l'une des meilleures façons de maîtriser le sentiment de honte. Il paraît. Une honte irrationnelle et totalement injuste que la société mère injecte dans ses enfants et qui leur colle au corps jusqu'au dernier jour de leur vie. Découvrir son vrai visage et nommer ses douleurs via des constructions syntaxiques inconcevables pour ses parents. Ça ne résout pas le problème de lâcheté, mais ça rend l'existence plus respirable. Un anti-inflammatoire délivré sur ordonnance sans date d'expiration.
Enfin, le « on » est une formule sûre pour minimiser l'emprise de la censure personnelle. Liberté de dire tout ou presque tout. Les « je » ou « nous », surtout dans notre langue maternelle, auraient brouillé des paragraphes, séquestré des séquences entières, par l'insuffisance prétendue des souvenirs, par le présumé manque d'intérêt ou de pertinence pour le lecteur, par peur d'écoper une amende, de trouver un crachat dans son assiette de poulet de viande, de se faire embarquer dans une Aftosac panier à salade, d'être placé en garde à vue ou de tomber sous des coups de torture pour avoir tenté de faire passer son anormalité pour quelque chose de normal. Car la vie d'un sale pédé, en Russie, même à Moscou, n'a jamais véritablement pu être normale. Merci à beaucoup. vous. Merci beaucoup. Хочу, чтобы во рту оставался честный вкус сигарет.